Nous sommes prêts pour le témoin. Le martyre est la chose la plus belle et la plus douce qui puisse arriver à une personne. Le martyre du commandant Soleimani n'a pas effacé les souvenirs. Le martyre du commandant Soleimani l'a rendu vivant pour toujours. Le martyre de l'imam Hossein n'a pas disparu. Le martyre de l'imam Hossein et son sang vivent à travers toutes les générations. Le président de l'Iran vient de menacer d'une guerre totale. Toute agression contre le guide suprême sera considérée comme une guerre totale. En même temps, le président du Parlement iranien a reconnu ce que le régime n'avait jamais voulu dire publiquement. La seule façon de survivre est de déclencher une guerre plus vaste. Pendant que le régime menace le monde, un événement dimanche soir a révélé leur véritable désespoir. Les Iraniens ont allumé la télévision après plus de 12 jours sans internet. Le régime pensait avoir réduit tout le monde au silence, qu'il avait un contrôle total, mais alors ils ont vu ça. Des hackers ont piraté la télévision d'État iranienne, pas seulement une chaîne, mais plusieurs chaînes différentes. Et quand les gens essayaient de changer de chaîne, le message était partout. Le régime islamique s'effondre, vive l'Iran, mort au dictateur. Soudain, une image de Reza Pahlavi, fils de l'ancien Shah, est apparue. Il a directement demandé aux forces armées « Reculez, cessez de tirer sur le peuple, combattez le régime ». Maintenant, arrêtez-vous pour réfléchir. Internet était bloqué, la surveillance était totale. Même ainsi, ils ont réussi. Mais comment ? Comment ont-ils réussi à bien faire cela ? Ce que nous allons te montrer ensuite va te surprendre. Parce que ce piratage n'était pas seulement un acte isolé, c'est une partie de quelque chose de bien plus grand. Et pour comprendre la véritable signification de ces menaces de guerre totale, tu dois voir ce qui se passe en ce moment même, à l'intérieur de l'Iran. Reste attentif, nous allons tout expliquer. D'abord, parlons de cette menace. Qu'est-ce que le régime propose exactement ? Le président du Parlement iranien a été très précis, très détaillé. Et quand tu écoutes ses paroles, tu remarques quelque chose, il a dit. Nous savons que nous faisons face à une guerre dont l'objectif est de nous retirer du pouvoir, et la seule façon de gagner est de rendre nos menaces réelles. Les menaces qui, pendant la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, en juin dernier, étaient prêtes, mais n'ont pas été mises à exécution. Laisse-moi te traduire ça. Ils disent « Nous allons attaquer le golfe Persique, nous allons bombarder les champs pétrolifères de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Qatar. Nous attaquerons raffineries, ports d'exportation et usines de dessalement qui maintiennent ces villes en vie. Ce ne sera pas rapide, cela durera des mois avec des missiles, des attaques constantes, jusqu'à l'explosion du prix du pétrole et la panique de l'économie mondiale. Ils appellent cela une stratégie gagnante. Mais les analystes militaires perçoivent autre chose. Parce que lorsqu'un gouvernement dit que la seule façon de survivre est par la guerre, il ne montre pas de la force, il montre du désespoir. Réfléchis avec moi. Le régime admet publiquement qu'il a perdu le soutien de son propre peuple, qu'il fait face à une guerre interne. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils font du chantage avec le monde entier. Ils disent « Si vous nous renversez, on entraîne tout le monde avec nous. Nous allons faire exploser le golfe Persique, faire monter le pétrole à $200 le baril et provoquer une récession mondiale. » Ce n'est pas une menace, mais un aveu qui terrifie certaines personnes. Les pays du Golfe, je parle de l'Arabie Saoudite, des Émirats, du Qatar. Ils veulent la fin du régime iranien depuis des décennies, mais aujourd'hui, ils sont terrifiés. Parce qu'un régime désespéré, un régime qui sent la corde autour du cou, peut vraiment faire cela, peut lancer des centaines de missiles contre leurs champs pétrolifères, contre leurs villes, dans un dernier acte de vengeance. Les dirigeants du Golfe passent des appels frénétiques à Washington. Ils demandent aux États-Unis de faire attention à ne pas pousser l'Iran jusqu'au point d'effondrement total. Parce qu'ils savent que leurs installations pétrolières, leurs usines de traitement de l'eau, leurs villes sont en ligne de mire, et il y a déjà des signes qu'ils prennent cela au sérieux.
Récemment, des responsables américains ont quitté la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar. La raison en est ces menaces directes de l'Iran. Cela montre à quel point ces pays sont vulnérables. Israël voit aussi le danger si l'Iran fait des erreurs, Mais Israël réagit différemment. Benyamin Netanyahou s'est rendu au Parlement israélien et a dit quelque chose de très clair. Si l'Iran nous attaque, nous répondrons avec une force qu'ils n'ont jamais connue. Mais allons au rond-point du Hadachir. L'avenir de l'Iran est incertain, mais une chose est sûre, l'Iran ne redeviendra pas ce qu'il était avant. Et que dire des États-Unis ? Donald Trump a déjà évoqué le changement, disant en interview « Il est temps d'avoir une nouvelle direction en Iran ». Cela représente un changement complet, passant d'une position plus réservée à une position qui soutient activement le changement de régime. Mais, alors que le régime profère ses menaces grandioses envers le monde extérieur, la vérité est qu'en interne, ils sont en train de perdre le contrôle. Vous vous souvenez de ce piratage de la télévision d'État un dimanche dont nous avons parlé au début ? Revenons-y. Après tout, comment a-t-il été possible de pirater plusieurs chaînes de télévision alors qu'Internet était complètement bloqué ? La réponse tient en un nom que vous connaissez probablement. Starlink, l'Internet par satellite d'Elon Musk. Je parle de petits terminaux satellites introduits clandestinement en Iran. Ils contournent complètement le contrôle d'Internet par le gouvernement. Ils ne dépendent pas de câbles, ni de tours. Ils ont seulement besoin d'une vue dégagée sur le ciel. Et grâce à ces terminaux, la résistance a piraté la télévision d'État et diffuse aussi des vidéos du massacre à l'étranger. Le régime a construit ce qu'il pensait être un mur numérique parfait. 12 jours de blackout, 80 millions de personnes sans internet ni communication. Mais la technologie a trouvé une faille, et cela a d'énormes implications. Le régime reposait sur un point, contrôler le récit, dissimuler la vérité sur le massacre numérique de 16 000 personnes, maintenir le monde dans l'ignorance. Maintenant, la vérité commence à fuiter, le monde voit, et cela alimente la pression internationale. Les Iraniens vivant à l'étranger voient ce qui s'est passé et se mobilisent. Le mur est tombé. Autre chose révèle le désespoir total du régime. Le gouvernement facture les familles pour récupérer les corps de leurs enfants, exigeant un paiement. Et lorsqu'elles récupèrent enfin le corps, elles sont forcées de signer un contrat. Le contrat dit « Pas de funérailles publiques, seulement un enterrement privé et discret. » Et tu veux savoir pourquoi le régime craint tant les funérailles ? Parce qu'en Iran, elles ont un réel pouvoir politique. Il existe une tradition appelée Arbaïen, 40 jours après un décès, où les familles et les communautés se réunissent pour pleurer ensemble. C'est une cérémonie sacrée, respectée depuis des siècles. Et quand on a entre 16 000 et 20 000 morts, tu sais ce que ça signifie. Dans les semaines à venir, des milliers d'Arbaïens auront lieu simultanément partout en Iran. Et le régime se souvient de ce qui s'est passé en 1970, 3089, quand les funérailles sont devenues des manifestations, que celles-ci ont causé plus de morts, entraînant encore plus de funérailles. Un cercle vicieux auto-alimenté qui a renversé le thé. Ils essaient de briser ce cercle avant qu'il ne commence. Mais tu ne peux pas extorquer toutes les familles, tu ne peux pas supprimer tous les Arbaïens, tu ne peux pas enterrer 16 000 personnes en secret. Le cercle a déjà commencé. Un homme en est responsable, tu dois le connaître. Ali Larijani, il est le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale. Et c'est lui l'architecte, le planificateur, l'homme qui a conçu le massacre des 8 et 9 janvier. Larijani a étudié l'histoire, plus précisément, il a étudié la place Tiananmen en 1989. Il a étudié comment le gouvernement chinois a réprimé les manifestations, tué des centaines ou milliers de personnes et terrorisé la population pour la faire taire. Des années plus tard, ils ont ouvert l'économie et la Chine a gardé le pouvoir. C'est le plan de Larijani pour l'Iran. Massacrer, terroriser, attendre, puis libéraliser suffisamment l'économie pour que les gens oublient,
un redémarrage à la chinoise. L'Ariani en est convaincu. Pour lui, le régime islamique représente l'avenir idéal de l'Iran et la meilleure forme de gouvernance. Mais il y a une ironie si absurde qu'elle paraît fictive. Sa fille vit aux États-Unis avec un visa. Réfléchissez. Cet homme a ordonné le massacre de milliers d'Iraniens, participe à des cérémonies officielles et chante « Mort à l'Amérique ». Cet homme envoie sa propre fille vivre aux États-Unis, sous la protection du pays qu'il jure de haïr. Ce n'est pas seulement lui, c'est un schéma. Les élites russes vont à la télévision d'État pour dire combien l'Occident est maléfique et l'OTAN dangereuse. Pendant que leurs enfants étudient à Londres, vivent à Paris, travaillent à New York. Ils ne croient pas à leur propre propagande, ils l'utilisent seulement pour contrôler ceux qui les croient. Et maintenant, des militants exigent quelque chose. Expulser les proches des responsables iraniens résidant aux États-Unis. Cette hypocrisie est insupportable. Mais concentrons-nous sur l'essentiel. Que se passe-t-il maintenant ? Le régime a fait un pari énorme. Il a massacré des dizaines de milliers de personnes, bloqué Internet, extorqué des familles. Il menace désormais de plonger la région dans une guerre pouvant faire chuter l'économie mondiale. 3 facteurs décideront de leur survie ou non. D'abord, les forces de sécurité. Jusqu'à présent, la garde révolutionnaire et les milices Basiji, des forces paramilitaires connues pour réprimer les manifestations, sont restés loyales. Ils ont montré qu'ils sont prêts à tuer des milliers de leurs propres citoyens, tant que ces forces principales restent unies. Le régime garde le contrôle physique des rues, mais des fissures commencent à apparaître. L'armée régulière iranienne, l'Artesh, est différente de la garde révolutionnaire. Ils sont moins idéologiques, plus professionnels, et il y a des signes que certains officiers sont mal à l'aise. Et il y a un autre problème, l'argent. L'économie est en chute libre. Si le régime perd la capacité de payer les salaires, même la garde révolutionnaire pourrait commencer à se poser des questions. Des soldats dont les familles ont faim sont des soldats qui réfléchissent à 2 fois avant de tirer. La deuxième chose, ce sont les funérailles. 40 jours après le massacre, cela signifie la mi-février. C'est là que les Arbaïn commencent vraiment. Des cérémonies de deuil massives dans tout le pays. Si ces cérémonies deviennent des manifestations, causant plus de morts et donc plus de funérailles, le cycle devient incontrôlable. Plus le régime réprime, plus il légitime la résistance. Et troisièmement, le facteur qui peut tout changer du jour au lendemain. Khamenei, le guide suprême, a 86 ans. C'est un homme âgé et fragile. Et s'il meurt pendant cette crise, tout change, car il n'y a pas de successeur, bien sûr. Il y aura une lutte de pouvoir brutale entre les factions de l'élite, et les luttes de pouvoir détruisent l'unité. Sans unité de l'élite, le régime s'effondre. Donc, le régime est dans une impasse où chaque mouvement aggrave la situation. S'ils essaient de se réarmer, Israël va probablement réagir. S'ils ne se réarment pas, ils perdent leur pouvoir de dissuasion. S'ils massacrent plus de personnes, ils alimentent le cycle des protestations. S'ils reculent, ils montrent une faiblesse fatale. S'ils attaquent le golfe Persique comme ils le menacent, ils risquent une réponse internationale pouvant les anéantir en quelques semaines. Toutes les portes mènent à l'effondrement. Menacer d'une guerre totale n'est pas une preuve de force. C'est la dernière carte d'un joueur qui sait qu'il perd. Et maintenant, je veux connaître ton avis. Penses-tu que l'Iran va vraiment mettre cette menace à exécution et attaquer le golfe Persique ? Ou est-ce un pur bluff d'un régime qui sait qu'il a déjà perdu ? Laisse ta réponse dans les commentaires. Si ce contenu t'a aidé à comprendre ce qui se passe, partage-le avec quelqu'un et abonne-toi à la chaîne pour suivre les prochains développements de cette crise jusqu'à la prochaine vidéo.